Messieurs, bonjour. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs et organisatrices pour l'invitation. Et aujourd'hui, je vous parlais des interactions entre civils et militaires malades et blessés à Dresde en juin 1813. C'est un petit peu plus précis que ce que le titre annonçait, comme souvent. Pourquoi je vais vous parler de ça? Tout d'abord parce que la campagne de 1813, par le caractère massif des affrontements qui s'y déroulent, a un caractère exceptionnel dans la guerre napoléonienne. Vous avez tous, je pense, entendu parler de la bataille de Leipzig. C'est un moment qui montre les tensions du système de santé et l'implication des civils dans la guerre d'une manière particulièrement intense, même si nous avons bien sûr vu toute la journée que ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, en particulier, on a les suites de la campagne de Russie quand on arrive donc en juin 1813 à Dresde, avec des pertes qui, donc, je vais citer beaucoup ce Calvé ici, puisque même s'il n'est pas là pour son travail sur Leipzig, avec des pertes qui ont atteint 80% des effectifs, des combats du printemps 1813 qui ont été assez intenses, et une forte mortalité de nouveaux conscrits, notamment causée par des maladies, environ 40% des effectifs, encore une fois, je cite Calvé ici. On a des blessés et des malades présents dans la Saxe tout entière, à Leipzig, dans les villages alentours, mais aussi à Dresde, où c'est particulièrement bien documenté. Donc Dresde, qui est une ville d'environ 50 000 habitants, et dès le mois de juin 1813, on a plusieurs milliers de blessés dans la ville. Dans ce contexte, on a l'utilisation non seulement des hôpitaux, mais aussi des maisons de civils, en particulier pour la prise en charge des convalescents, qui sont nombreux à ce stade du conflit. Donc, c'est une extension du champ de bataille au-delà, donc faire une expansion de la guerre au-delà du champ de bataille lui-même, donc qui sont même de manière, géographique assez loin de là où les combats ont eu lieu. Et aussi, c'est une implication des civils dans la guerre par le rôle des civils dans la prise en charge sanitaire qu'on retrouve partout dans les guerres napoléoniennes, à toutes les étapes de soins des blessés. Et donc, c'est valable aussi pour Brno en 1805, pour Vienne en 1809. En 7 juillet 1809 à Vienne, on a 43 000 personnes qui sont soignées à Vienne, ce qui est assez énorme. Et on a 40% de ces blessés qui sont soignés chez l'habitant. Donc c'est quand même une proportion très importante. Et c'est le mode de soin le plus numériquement le plus important, parce qu'on a un peu plus de 40% chez les habitants, un peu moins de 40% dans les hôpitaux, et le reste étant soigné directement au régiment. Donc, les sources. Alors, c'est un type de soin qui est souvent assez difficile à suivre dans les sources, au-delà des simples... Des mémoires, etc. Mais le cas de Dresde est particulièrement bien documenté en raison d'une affaire d'automutilation assez célèbre, dont vous avez peut-être entendu parler, mais donc je vais vous parler plus en détail. Ce que je vais vous utiliser ici, c'est un rapport d'inspection mis en place par des administrateurs saxons auxquels on a demandé d'aller trouver les blessés qui étaient chez l'habitant, et auquel on a demandé de donner un certain nombre d'informations. J'en ai fait une jolie petite base de données que j'ai ensuite analysée, sur laquelle j'ai fait des statistiques. Alors la base de données comporte 1750 cas. Il s'agit des blessés qui sont soignés à l'intérieur de la ville de Dresde. Il y en a aussi à peu près autant dans les villages alentours que je n'ai pas encore eu le loisir d'étudier et qui mériteraient probablement aussi d'être pris en compte. Voilà. Donc, voilà le plan que je vais suivre. Je vais vous parler de cette affaire d'automutilation de Dresde. Ça fait longtemps que je suis partie de France, c'est terrible, je fais un plan en 2 parties. Et ensuite, je vais parler des conditions de soins des malades et des blessés chez l'habitant. Donc, la question que je vais poser ici, c'est de savoir ce que l'affaire d'automutilation de Dresde nous dit des rapports entre monde civil et militaire pendant ce moment particulièrement intense des guerres napoléoniennes, de l'après-campagne de Russie et avant la bataille de Leipzig. Voilà. Donc, le grand 1. Je vais vous résumer rapidement l'affaire. Donc ici, c'est le journal de Barès, qui est donc le grand-père du fameux écrivain. Donc, pendant l'armistice, le maréchal se fait présenter tous les hommes mutilés. Le nombre en était très grand. C'était vraiment affligeant. Il y avait plus de 20 dans le bataillon et peut-être plus de 15 000 dans toute l'armée. Il fut renvoyé sur les derrières pour travailler aux fortifications, conduire les charrois, etc. Quand M. Larrey, chirurgien en chef de l'armée, assurait l'empereur que le fait était faux, il le trompait sciemment. Il n'y avait pas un officier de l'armée qui en doutât, car cela se passait pour ainsi dire sous leurs yeux.
Cette déplorable monomanie datait déjà depuis longtemps, mais elle fut bien plus pratiquée dans cette terrible campagne. C'était un précurseur de nos futurs désastres. Donc cette affaire, c'est une affaire où le chirurgien ou l'arrêt a été appelé pour expertiser un nombre très inhabituel de blessures aux mains, notamment aux doigts et à la paume, qui rendaient les personnes qui en étaient atteintes incapables de remplir un service militaire. Il devait, avec 4 collègues, déterminer s'il s'agissait d'automulation volontaire pour échapper au service, puisqu'il n'est pas possible de sortir d'un fusil avec un doigt en moins. On lui avait soumis 2632 cas. Les enjeux étaient importants parce que Napoléon avait indiqué vouloir faire exécuter les coupables, ce qu'il n'a pas fait. Et la conclusion auquel l'arrêt est venu, donc là j'ai une certaine dette envers les travaux de M. Lemaire sur le sujet, hein, qui avait travaillé sur cette affaire. Donc la conclusion avait été qu'il n'y avait pas de coupable, ou du moins qu'il n'y avait aucun moyen de prouver de manière satisfaisante la culpabilité individuelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et que les signes, que d'autres signes plaidaient en faveur de l'innocence. Donc voilà le texte du rapport, de la conclusion du rapport. Donc le jury déclare qu'il n'est pas de signe certain qu'il fasse connaître la différence qui peut exister entre 2 plaies d'armes à feu reçues même à brûle-pourpoint et produites l'une par l'effet de la volonté de l'individu et l'autre par celui d'une puissance étrangère à sa volonté. Le jury, en se résumant, proteste qu'il est physiquement impossible d'établir la moindre preuve qu'aucun des militaires visités par lui se soit mutilé volontairement, et il pense que la lecture des états circonstanciés, que malheureusement on n'a pas, qu'il a fait dresser de tous les blessés soumis à sa visite en expliquant les motifs du nombre si grand en apparence des mutilations, contribuera à dissiper l'opinion défavorable répandue sur le compte de ceux qui les ont éprouvés. Et l'arrêt, dans la suite de ses mémoires, parce que c'est dans les mémoires de l'arrêt, évoque des causes alternatives aux blessures reçues dans le rapport circonstancié. Il s'agit d'affirmer qu'il n'y a pas de cas d'utilisation. C'est cette affirmation de l'absence de mutilation que Barrès qualifiait donc de mensongère. Et donc je renvoie à Lemaire, qui est aussi médecin, hein, qui démontrait qu'il pense que l'arrêt savait très bien que les automutilations étaient réelles et effectivement mentait sciemment à Napoléon sur le sujet. Donc, cette affaire est extrêmement connue, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Moi, le document que j'ai, c'est donc le rapport Saxon de visite à Dresde, et donc il liste toutes les blessures à cette époque, et notamment toutes ces blessures aux mains. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a 1700 blessures à Dresde, blessés à Dresde. On a 930 qui sont blessés aux mains d'une manière qui est compatible avec l'automulation. C'est-à-dire que j'ai exclu les blessures par artillerie parce que je pense qu'il est assez difficile de s'automutiler à coups de canon. Donc nous avons donc des index manquants, paume manquant ou encore paume trouée par une balle. Alors ça ne veut pas dire que tous ces blessés sont automutilés, j'en sais pas plus que l'arrêt sur le sujet. Nous n'avons pas de moyen de déterminer ce qu'il en est au niveau individuel. Mais ces blessures en indique la possibilité, et le nombre même de blessés concernés la rendent probable au niveau collectif, parce qu'on est à presque 50% des blessés concernés dans cette ville. Alors bien sûr, c'est des blessures légères, donc, ce qui est un biais, hein, mais quand même, ça fait beaucoup. On est dans un contexte, dont on a tous parlé, d'embamement de la monarchie constitutionnelle. Je vais renvoyer aux travaux d'Annie Crépin et François Houtsec sur le sujet, et avec notamment de nombreux cas de nostalgie et de difficultés d'incorporation à ce niveau-là, qui permettent de mettre cette chose-là en contexte. Donc l'automutilation, ici, apparaît comme une marque de la complexité du passage entre monde civil et monde militaire, au même cas que les cas de nostalgie qui ont pu être documentés, ou d'une façon un petit peu différente, des cas de fièvre extrêmement importants. Alors, est-ce que c'est effectivement ce qu'on voit dans les chiffres? Est-ce qu'effectivement, on a un cas où c'est majoritairement des nouveaux soldats qui s'automutilent? Et donc, si on regarde, si ça veut bien marcher, effectivement, effectivement oui, mais pas que, essentiellement. C'est ça que disent ces graphiques. Donc, c'est chez les simples soldats que les cas d'automutilation sont les plus fréquents. 58% de ces blessés-là sont des cas de blessures à la main. Néanmoins, c'est le cas de 40% des officiers et caporaux et 47% des soldats des compagnies d'élite qui ont il y a plus de chances qu'ils soient plus expérimentés. Le phénomène est par contre beaucoup plus rare chez les officiers et chez le non-combattant. Donc il faut bien sûr nuancer un petit peu l'idée que c'est uniquement un effet de l'incorporation, même si ça apparaît comme étant le principal cas ici. Alors,
c'est la première manière dont ça permet de documenter les rapports entre monde civil et monde militaire, et donc la difficulté du passage de l'un à l'autre. La deuxième façon dont c'est intéressant, c'est que c'est aussi un moment qui permet de comprendre les rapports entre armée napoléonienne et administration civile locale, et où on voit le fonctionnement de l'administration civile locale et son rôle dans la prise en charge des blessés et dans le contrôle et l'information dont dispose l'armée napoléonienne. Donc, on a ici la mise au service d'administrateurs saxons, qui sont alliés, si bon, c'est un petit peu compliqué, l'alliance saxonne, mais techniquement ils sont alliés, qui donc participent de cette administration. Ça montre aussi les limites de l'État napoléonien, qui, à ce stade, ne sait pas combien de soldats sont blessés en ville, et qui a besoin de demander à ses alliés d'aller déterminer combien il y a de soldats blessés en ville, dans une ville qui pourtant, en théorie, il contrôle. Les conditions de visite, c'est qu'on a un administrateur saxon qui prend en charge 50 maisons, et avec parfois un chirurgien. C'est pas systématique. En théorie, ces soldats sont là avec un billet de logement. C'est pas toujours le cas en pratique. L'information et par ailleurs, l'information des billets de logement est parvenue de manière très inégale et très non centralisée. On a aussi le cas de militaires sans billets, de militaires fiévreux qui n'ont rien à faire là, de déserteurs et de militaires qui sont déjà guéris, qui sont néanmoins toujours là. Donc c'est à ça que ressemble le document. Donc c'est à la fois une enquête militaire, c'est-à-dire qu'on essaie de savoir de quel régiment viennent ces gens, une enquête administrative, on a leur nom, leur prénom, etc. Et aussi une enquête médicale, puisqu'on a des informations sur la nature des blessures. Ensuite, on a un merveilleux tableau du XIXe siècle avec une case observation où il y a absolument tout et n'importe quoi. Mais aussi, très fréquemment, on a des indications sur est-ce que les blessés sont aptes à retourner un jour au service, ce qui nous donne une information sur la visée principalement militaire en fait, de ce recensement. Et aussi, parfois, sur les conditions de soins et de vie des blessés en question. Donc je vais donc maintenant passer à ma deuxième partie, conditions de soins des blessés et l'implication des civils. Donc, voilà, alors, le nombre moyen de blessés logés par maison est de 6 personnes. Ce moyenne recouvre toutefois des disparités importantes. La médiane est à 2 personnes, donc il y a des disparités extrêmement importantes. Et le nombre maximal de personnes logées à une même adresse est de 74. À ce stade, la distinction entre un logement chez l'habitant et à l'hôpital perd un petit peu de sa netteté, clairement. Cela dit, les 1700 cas qu'on a sont très très différents entre les blessés qui sont logés dans l'Allstatt de Dresde et les blessés qui sont logés dans la Neustadt. Dans l'Allstatt, on a une moyenne à peu près de 2, avec la maison la plus peuplée logeant 27 personnes, et en moyenne, on a une personne par maison. En médiane, pardon, une personne par maison. Alors que dans la Neustadt, c'est 13 personnes en moyenne. Et c'est 85% des blessés qui sont dans la Neustadt. Cette différence de conditions de logement est une différence de grade. Avec donc, les officiers qui sont logés dans la Neustadt de manière individuelle chez des gens plus riches, et des sous-officiers et soldats qui sont logés en masse dans des logements plus pauvres, et où parfois la distinction entre hôpital et logement chez l'habitant se dilue quelque peu. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve à Brno en 1805 et à Vienne en 1809 aussi, avec le même type de répartition. Non, je vous parlais un petit peu des modes d'accès aux soins. Alors, on n'en sait pas grand-chose, malheureusement. On n'en sait pas grand-chose parce que, comme vous avez vu le tableau précisément, il n'y a aucune colonne qui le demande explicitement. Donc, ce n'est mentionné que 60 fois, et dans 39, on a vraiment quelque chose qui va au-delà de « a reçu des soins ». Donc c'est trop peu pour en tirer une quelconque conclusion statistiquement valable. Cela dit, ça nous donne une idée de la variété des modes de soins qui existent. Donc on a des blessés chez l'habitant qui sont soignés par les chirurgiens du régiment, ou par un chirurgien français. Alors après, qui c'est ce chirurgien français, on n'en sait rien. Qui vient les voir à domicile. Ils peuvent être prodigués par un chirurgien civil. Il est parfois précisé que celui-ci est payé par le blessé. Parfois, ils se rendent aussi journellement à l'hôpital directement eux-mêmes, pour faire se penser au médical du lieu. Et enfin, dans un certain nombre de cas, il est précisé que le blessé se pense lui-même.
ou ne reçoit aucun soin. Donc par exemple, là on a un exemple, donc c'est souvent des notes marginales en fait, qui le donnent. Donc là il y a marqué, on ne doit pas avoir eu le loisir, de le penser à l'ambulance. Qui effectivement, dans le cas ce qui montre aussi que certains blessés n'ont reçu aucun soin depuis le moment où ils ont été touchés, puisqu'ils n'ont même pas eu de premier soin reçu à l'ambulance. On a par ailleurs une mention de depuis 4 jours par pensée, par exemple. Alors, on peut maintenant se demander ce que ça donne du point de vue des civils. J'ai trouvé assez peu de sources pour Dresde en 1813, par contre j'en ai trouvé une très chouette pour Vienne en 1809, donc je vais m'éloigner un petit peu de mon espace pour le moment. Et alors c'est ma traduction, hein, donc s'il y a des germanistes dans la salle, je prends les corrections avec plaisir. Donc là, c'est un texte de Caroline Pichler, qui est une grande bourgeoise de Vienne et aussi écrivaine. Et donc, il loge un certain nombre de blessés dans sa maison. Donc, les casernes, comme les véritables hôpitaux civils et militaires, étaient tous pleins de blessés. Et quand ils étaient suffisamment rétablis pour se tenir debout, ils se traînaient ou clopinaient dans les rues et étaient transférés dans des maisons particulières jusqu'à leur complet rétablissement. Donc là, encore une fois, on a la pratique généralisée de l'usage des civils, des maisons de civils pour les convalescents. Nous récupérâmes ainsi un demi-malade après l'autre, et nous ne pouvions pas nous plaindre, à part la forte augmentation des dépenses et la limitation de notre vie à quelques pièces de la maison, car nous eûmes par exemple une fois 17 personnes chez nous. Ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à la moyenne qu'on a vue pour Dresde, donc visiblement ça n'a pas beaucoup bougé. Nous eûmes pour nous-mêmes peu de désagréments. Seulement, tous ceux qui avaient un sentiment bien général souffraient à l'idée de ce qui nous menaçait entre tous en tant qu'Autrichiens. Pichler est assez fermement anti-française, et donc on a aussi ici l'indication de certaines tensions qui ont pu avoir lieu entre civils et militaires dans ces conditions-là. Et puis un dernier aspect que je voudrais aborder, je crois que je suis dans les temps, est la question de la coopération médicale entre chirurgiens militaires, dans ce cas-là français, et chirurgiens civils, dans ce cas allemand. Alors c'est en 1813, mais c'est en mai 1813 à Leipzig. Et donc on a un rapport d'un certain Pinson, qui est au Val-de-Grâce, si vous voulez aller le voir, qui visite un certain nombre d'hôpitaux, et notamment d'hôpitaux civils, et se plaint beaucoup des conditions de soins des militaires français qui y sont soignés. Donc le service est dans le plus mauvais état. J'ai trouvé partout des emplâtres et de longs gants, des pansements tout opposés aux méthodes reçues et des fractures non réduites et sans bandage. J'ai cru devoir faire, avec les formalités du pays, quelques observations et pouvoir ainsi prêcher d'exemple en faisant moi-même 2 ou 3 pansements. Je me suis trompée, j'ai hérité malgré toutes mes précautions des amours-propres encore plus susceptibles que celui du philosophe de Molière, et j'ai vu l'instant que, s'envolant en masse comme des volées de perdreaux, monsieur le professeur de chirurgie et ses élèves allaient abandonner tous nos malades. Je suis pourtant parvenue à les persuader de la pureté de mes intentions, et la paix s'est faite, mais durera-t-elle ? Donc, quelque chose d'intéressant. D'abord, le fait qu'on est en temps de guerre, mais que néanmoins la paix s'est faite au moins au niveau des chirurgiens. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est les différences de pratique, en particulier en termes de pansement, entre la pratique civile et la pratique militaire, avec une tendance à la simplification des pansements dans la pratique militaire. Et donc là, on a un contexte où ces deux pratiques se heurtent et où on a effectivement un échange d'informations entre ces deux types de pratiques médicales, alors qu'il n'est pas un échange particulièrement serein, calme et subtil, mais qui néanmoins interroge sur un sujet que j'aimerais bien pouvoir développer un jour, qui est la question de la diffusion et de la circulation de l'information chirurgicale et des méthodes entre monde civil et monde militaire, et à travers toute l'Europe dans les guerres napoléoniennes, parce qu'on retrouve en fin de période, notamment dans les textes de Brunninghausen, la diffusion d'un certain nombre de méthodes chirurgicales dans l'intégralité de l'Europe, ce que je trouve particulièrement intéressant. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Alors, claire conclusion, quelques pistes. Donc, la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est que donc on voit d'une part que la blessure, le traitement des blessés est un endroit où monde civil et monde militaire sont particulièrement interconnectés. Encore plus que dans d'autres endroits. Et je suis désolée de redire à peu près la même chose que ce qu'a dit Thomas Ramonda, maintenant on est d'accord. C'est-à-dire que c'est aussi l'endroit où on voit toutes les complexités et toutes les nuances des rapports de pouvoir entre civils et militaires. Et c'est aussi l'endroit où on voit parfois
naître des réflexions sur qu'est-ce qui est dû aux militaires en maladie et qu'est-ce qui est dû aussi en raison de leur humanité, en fait, et au-delà des rapports entre civils et militaires, dans un contexte où il y a des réflexions sur l'humanité en guerre qui se développe et qui aussi se diffuse par là au monde civil. Donc je vous remercie beaucoup. Alors voilà, juste rapidement, les sources sont là et je vous les enverrai, quelques petites bibliographies indicatives.